Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Allez-vous voter aux élections européennes? Nous avons posé la question à des Londoniens. Ici, c'est le 4 juin qu'ils seront appelés aux urnes. Presque partout ailleurs, elles auront lieu le 7. Je ne sais rien sur ces élections. Je pense que c'est important, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Non, dites-moi, je n'en sais rien, sérieusement. Si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre de ce qui se passe. Alors il faut voter. Je pense qu'elles sont importantes pour le Royaume-Uni, c'est notre choix. Je vais sans doute voter, mais ce sera pour sortir de l'Europe. D'après les sondages, la participation à ce scrutin pourrait être la plus faible de l'histoire européenne. À l'Institut des études européennes de l'Université libre de Bruxelles, quelques étudiants, peut-être les élus de demain, nous livrent leurs impressions. Le message qui parvient aux citoyens passe par la classe politique nationale. Et d'après moi, c'est là que se situe le problème. À l'école, j'ai jamais eu un cours sur l'Europe, comment ça fonctionne. Sur la crise économique, probablement qu'ils ne savent pas quoi attendre de l'Union européenne. Nous devons changer l'image de l'Europe pour la rendre plus attractive aux yeux des jeunes. De nombreux Européens ne connaissent pas les prérogatives que le Parlement européen a engrangées au fil des 30 dernières années. C'est peut-être l'une des raisons de leur désintérêt. Pourtant, cette institution se veut la garante d'une démocratie représentative à l'échelle européenne. Retour sur ces grandes dates. 1979, premières élections européennes au suffrage universel direct. Les citoyens britanniques, français, allemands, belges, italiens, luxembourgeois, néerlandais, irlandais et danois choisissent leurs parlementaires européens. À l'époque, ils sont 410. La participation est alors de 62%. Au Royaume-Uni, seulement 32% des électeurs glissent leur bulletin dans l'urne, le signe déjà d'un euroscepticisme naissant. Lord Plumb a été président du Parlement européen de 87 à 89. Son explication. Ils n'apprécient pas et ne comprennent pas A, l'histoire qui a conduit à la création du Parlement européen, et B, son développement. Et puis, tout est question d'argent. Combien ça coûte? Qu'en retirons-nous? Au lieu de se demander s'il n'est pas mieux d'éviter de revivre ce que nous avons vécu dans les années 40, lorsque nous nous tirions les uns sur les autres. À l'issue de ces premières élections, c'est une femme survivante de l'Holocauste qui prend la présidence du Parlement. Simone Veil devient un symbole. 1981, la Grèce rejoint la famille européenne. 3 ans plus tard, nouvelles élections. Les socialistes qui avaient déjà l'avantage creusent l'écart avec les conservateurs. La participation tombe à 59%. 1986, 2 nouvelles adhésions, celles de l'Espagne et du Portugal. 1989, 3e scrutin européen, 11 groupes politiques se partagent plus de 500 sièges. Les socialistes restent la première force de l'hémicycle et le taux de participation décline encore légèrement à 58,4%. Enrique Barón Crespo préside alors l'institution. On peut critiquer le fait que les gens n'aillent pas voter, mais dans une démocratie, c'est aussi un droit de citoyen de ne pas remplir un devoir civique. Les seuls systèmes dans lesquels 99,99 ou plus de 100% de la population vote sont les dictatures. 1994, 4e scrutin, l'écart entre socialistes et conservateurs se réduit, la participation baisse encore d'un cran, elle est de 56,6%. Un an plus tard, l'Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent les 12. 1999, l'hémicycle penche à droite pour la première fois. Une tendance qui s'affirmera par la suite, la participation passe sous la barre des 50%. Nicole Fontaine est la 2e femme à prendre la présidence. L'enthousiasme ne se décrète pas, ça se construit. Et tant que nous n'aurons pas un projet politique fort à proposer aux citoyens européens et notamment aux jeunes, je crois que malheureusement, le message passera difficilement. C'est le libéral irlandais Pat Cox qui succède à Nicole Fontaine. Son explication sur l'abstentionnisme rampant.
Trop souvent, les élections européennes sont un test à mi-parcours pour les gouvernements nationaux ou régionaux. Trop souvent, les élections européennes tournent à la lutte stérile entre personnalités. Et pourtant, il y a tellement d'enjeux européens. 1er mai 2004, c'est ce que l'on appelle le Big Bang européen, 10 nouveaux États membres d'un coup. Cette année-là, le Parti populaire européen confirme sa première place. La participation tombe encore à 45,4% et dans certains États membres, elle est inférieure à 30%. Le socialiste espagnol Josep Borrell prend les rênes du Parlement. Il faudrait comprendre pourquoi plus nous sommes importants, moins les électeurs nous donnent d'importance. Probablement que cela reflète une certaine lassitude à l'égard du processus de construction européenne qu'il faudrait renverser. 2007, c'est la date du dernier élargissement. Avec la Roumanie et la Bulgarie, l'Europe compte désormais près de 500 millions de citoyens. C'est l'heure du bilan. À en juger la courbe du taux de participation depuis 1979, un bilan mitigé. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Le pronostic du politologue Simon Hicks. Avec 2 autres experts, il a mené une étude sur l'échéance de juin. Je ne serais pas surpris si le taux de participation était cette fois inférieur à 40%. En étudiant les participations, nous avons vu un déclin, tant aux élections nationales qu'aux élections européennes. Les Européens ne sont pas motivés, la politique ne les mobilise pas. Il n'y a pas de personnalité comme Obama en Europe. Pour Mario Tello, président de l'Institut d'études européennes à Bruxelles, les responsables sont nombreux, classe politique, intellectuelle et médias confondus. L'information sur l'activité du Parlement européen n'est pas fournie aux citoyens. Bien que cette institution s'occupe de questions très importantes aujourd'hui pour le citoyen, comme la santé, l'environnement, le social et la crise économique. Ancien correspondant britannique à Bruxelles, George Parker pointe du doigt l'incohérence du double siège. C'est vrai, l'intérêt des médias pour le Parlement européen a diminué, mais il ne se facilite pas la tâche. C'est très cher pour un journaliste, un journal ou une agence de couvrir l'actualité d'un Parlement qui se réunit dans 2 endroits différents. Nick Watt nous livre, lui, sa perception des différentes cultures journalistiques. 80% des médias britanniques démontent l'Union européenne. Ils mentent, ils anéantissent les faits. Et de l'autre côté, il y a les médias français qui sont un peu trop déférents à mon goût. Si un journaliste français interviewe un commissaire européen, il s'assoit, l'interroge, fait une transcription des questions-réponses et à la fin, il envoie sa transcription aux responsables politiques européens pour qu'ils l'approuvent. À l'heure de la dernière ligne droite, le Parlement européen ne désespère pas de mobiliser l'électorat. À chaque pays son spot avec parfois ses célébrités et un même slogan. Vous pouvez choisir les nouvelles de demain.